102.3 RLP Bazar. Et vous Bazar. Et vous? Expert en rien, on s'intéresse à tout. Et vous? Il était une fois, dans une contrée fort isolée dénommée Périguers, une sportive dynamique jeune femme à la chevelure dorée dénommée Belle. Tous les matins, elle se levait tôt pour profiter des premiers rayons du soleil, pour arroser son jardin aux 1000 senteurs aromatiques et pour aller dégourdir ses jolies jambes galbées au détour d'un champ de tournesol. Elle avait pour habitude de se rendre ensuite dans son lieu de travail préféré, la petite mais si chic radio locale de Périguers. Elle aimait s'y rendre tous les jours depuis que son père lui avait coupé les vivres. C'était comme une respiration pour elle. Depuis quelques jours, elle travaillait sur un nouveau projet un peu farfelu, mêlant radio et nature. Elle n'était pas seule sur le projet. 2 petits êtres qu'elle avait rencontrés quelques mois plus tôt lui donnaient un coup de patte. C'est là que les problèmes ont commencé pour elle. L'un des deux, Tomiso, passait son temps à se plaindre et demandait du café, boisson qu'elle détestait par-dessus tout et dont elle ne supportait plus l'odeur. C'était un vrai supplice pour Belle que de l'entendre brailler dès son arrivée le matin dans la chic petite radio. « Belle, un café! Merde! Mon fauteuil est plus bas que d'habitude et où est ma tartine de pâté? Belle, j'ai faim !» Belle avait trouvé l'astuce. Elle mettait du colorant alimentaire noir dans un peu d'eau, faisant croire à Tomiso qu'il buvait du café, alors que la vérité était qu'il buvait de l'eau. Il n'y voyait que du feu. L'autre petit être qui l'accompagnait, c'était Benaz. La première fois que Belle a rencontré Benaz, c'était sur le bord d'une route. Il ne portait qu'un sac en toile de jute en guise de vêtements. Ça a pas changé, hein. Et semblait affamé. Elle avait eu pitié d'eux et l'avait nourri ce jour-là, lui proposant par la suite ce projet de radio nature. Le problème avec Benaz était qu'il ne venait jamais. Ou s'il arrivait, c'était en retard, prétextant toujours un dîner aux chandelles. J'avais un dîner aux chandelles, on a ramassé des abricots. De plus, quand il leur faisait l'honneur de sa présence, ce qui insupportait Belle, c'était les odeurs que Benaz dégageait. Il passait son temps à péter, c'était une infection. Après quelques mois à essayer de poser ses limites, Belle explosa. « Stop! Je suis fatiguée, les tocards !» Surpris, Tomiso et Benaz se sentirent un peu tristes d'avoir pu blesser Belle. Le lendemain, même les rayons du soleil n'y crurent pas tout de suite. Benaz arriva douché et à l'heure, et Tomiso s'était préparé un thermos de tisane de pétales de rose. Quelques gestes qui prouvent que l'amitié, c'est juste savoir s'écouter. Bazar. Salut mes petits oursons en sucre! Rien de tel qu'un petit conte pour commencer, continuer ou finir sa journée. Et comment ils vont mes 2 petits loustiques? Oh bah je sais pas, j'ai pas assez de café. Je sais pas, je suis encore en train de péter, je t'entendais pas en fait. Bah moi quand j'entendais l'épée de Benjamin, je savais pas si c'était toi ou Benjamin, parce que c'était un peu le même son. Pas eu l'impression de parler de vous, mais il y a eu une espèce d'identification au personnage du conte. Un petit peu axé, quoi. Ouais. Vous savez pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Pour la 12e émission du Bazar et vous. Oh! C'est quand même fou. C'est On incroyable. est si heureux de vous retrouver, chers auditeurs. Et oui, ça faisait si longtemps que vous ne nous aviez pas entendus, mais nous serons toujours un peu là pour vous conter 1001 histoires, vraies ou fausses, marrantes ou ennuyantes, mais toujours avec notre cœur. Promesse. Au sommaire de cette 12e, notre cher Thomas alias Caféman nous emmènera dans son univers favori, à savoir le langage. Il nous en dira plus sur la vulgarité dans le langage. Benjamin, ou l'homme qui n'avait qu'une chaussette, nous fera voyager à nouveau dans son univers adoré, le cinéma. Mais cette fois-ci, il nous en dira plus sur quelque chose qu'il pratique lui-même, à savoir le mauvais goût. On terminera cette balade radiophonique avec Lisa, moi-même, qui adore les enfants et les histoires, et je vous partagerai un conte sur lequel je suis tombée, un conte un peu surprenant, attention à vos arrières. Évidemment, nous ponctuerons tout ce méli-mélo de petites blagues et de petites virgules rigolotes, comme on aime faire. Allez, vous êtes prêts? Bazar. Et vous? Il était une fois un début. Un début des plus reluisants avec la chronique de notre cher Thomas, chronique sur la vulgarité dans le langage. Thomas, mon petit sac à chiottes, c'est à toi de suite après le jingle. L'essentiel. 3 fois oui, nous sommes Cette mutation administrative républicains, pour démocrates. retrouver Merci, espèce de peau de vache. Alors moi, à chaque fois que je vous ai parlé de langage, il y a toujours une idée de méfiance, se défendre de toutes les mécaniques mises en place par ces gros tas de merde de dominants qui veulent nous imposer directement ou non leur vision du monde. Moi, quelque part, je joue leur jeu, parce qu'en vous donnant les ficelles, entre guillemets, de la rhétorique, c'est aussi un moyen de se l'approprier, de parler comme eux, avec peut-être ce fantasme stupide de rejoindre leur rang de fils d'up. Oh, mais quel langage grossier!
Quel que soit votre avis sur cette introduction, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'elle a suscité en vous un ressenti négatif ou non. Eh bien, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, la vulgarité dans le langage. On va l'analyser sous 2 angles différents. Le premier, physiologique, scientifique, pourquoi les jurons la vulgarité va avoir un impact émotionnel sur nous. Le deuxième angle, quelle place a la vulgarité dans la rhétorique? Peut-on s'en servir pour faire passer plus directement nos messages? Alors, vous êtes prêts, bande de Ouais. Comme je vous le disais en introduction, les jurons la vulgarité vont avoir un réel impact physique sur nous. Pour commencer, je vais vous parler d'une étude scientifique supervisée par Timothy Jay, un des plus grands spécialistes du langage tabou. L'expérience, elle est toute simple. On demande à des volontaires de plonger leurs mains dans une eau glacée. Il y a 2 groupes de volontaires. Le premier groupe ne peut réagir au supplice que par des mots neutres, comme bateau, chaise, pantoufle, etc. Le deuxième groupe est libre dans le choix des mots pour affirmer leur réaction. Putain, c'est froid cette merde, on m'a donné $2 pour ça, connard va. Pendant que nos 2 groupes testent souffrent en bruyance, on va chronométrer combien de temps elle garde la main dans cette eau glacée. Eh bien, le résultat est sans appel, c'est le groupe 2 qui peut faire appel au juron qui gardera la main dans l'eau le plus longtemps. Maintenant, pourquoi? Les mots neutres, imposés pour le groupe 1, sont traités par le cerveau via des circuits cognitifs du langage, détachés de l'émotionnel. Les jurons, autorisés pour le groupe 2, activent l'amygdale, une zone du cerveau directement liée aux émotions fortes comme la peur, la colère, les réflexes. Ce qui va entraîner entre autres une libération d'endorphines, les antidouleurs naturelles du corps. Des expériences dans ce style, on en a fait des milliers. Le résultat est toujours le même, on dit qu'il y a consensus. Les mots que notre cerveau a catégorisés comme vulgaires, tabous, dérangeants, seront traités d'une manière ou d'une autre par notre amygdale. Celle dans le cerveau, pas le truc chelou qui gigote au fond de la gorge. C'est la glotte. La glotte. Merci. Bien évidemment, ces mécanismes sont bien connus des professionnels du langage. Mais bizarrement, ce putain de langage, on l'entend très peu dans notre espace publico-médiatique. Pourquoi? La violence symbolique. Alors, est-ce que ce terme parle à l'un de vous deux, bande d'emmanchés? Bah non, qu'est-ce donc que la violence symbolique, Thomas? C'est quoi la violence symbolique? C'est un concept décrit par Pierre Bourdieu, le saint patron de la sociologie moderne, un mec très malin, avec un langage très bourgeois, qui va justement utiliser ce langage pour mettre à mal toute cette fange de prétentieux. Pour faire simple, la violence symbolique, en opposition à la violence physique, c'est imposer des règles sans jamais les citer. En gros, dans le cadre du langage et de la vulgarité, on te fera comprendre la bêtise de tes propos sans jamais te le signifier explicitement. Au final, tu seras obligé de te plier à ces règles, consciemment ou non, si tu veux pouvoir t'exprimer, communiquer avec les détenteurs de l'ordre établi, c'est-à-dire les dominants. J'ai un exemple pour vous. On va parler un petit peu du rappeur Rimka. Même si le nom ne vous dit rien, vous l'avez forcément déjà entendu dans ce morceau. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Rimka, c'est un mec qui a grandi à Vitry, une charmante banlieue de la région parisienne, entouré de tout un tas de gens que l'ordre établi qualifierait de manière polie d'infréquentables. Je parle des gens autour de Rimka. Maintenant, je vais vous faire écouter un court extrait d'un son de Rimka. Ici la putain de cité, la vraie de vrai. On arrive en cortège de Clio 2. Pour canaliser mes nerfs pour me calmer. Faudrait que je fume 1 kilo 2. Au-delà de votre avis sur le type de musique et les propos, on entend ici une rhétorique et une prosodie plutôt street cred, le tout teinté d'une petite touche de vulgarité. J'ai un deuxième extrait à vous faire écouter. Ça se passe sur le plateau de C'est à vous, une émission phare du paysage audiovisuel français présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, une journaliste fille de haut fonctionnaire que l'on pourrait associer à la culture bourgeoise sans trop prendre de risques. Voilà ce qu'on entend. Ça se vendait à plusieurs centaines d'euros sur Internet, mais vous vouliez absolument que ce morceau qui a tant marqué la génération de la fin des années 90 soit accessible aujourd'hui aux plus jeunes ? Oui, bien sûr, parce que pour nous, ça fait partie du patrimoine musical français, même on peut dire, du rap, bien évidemment, mais aussi du patrimoine français, parce que c'est un morceau qui est devenu culte, et c'est pas seulement un morceau de rap, c'est aussi l'histoire d'un bout de l'immigration en France. Mon but ici, c'est pas de faire un procès d'attention à Rimka ou à Anneli, mais juste observer la différence de langage de prosodie entre les deux extraits de Rimka. Il parle dans les deux cas de la cité, des jeunes, de l'immigration, mais d'abord avec son langage, ses jurons, ses tripes, et de l'autre, il adapte ce même discours mais pour une audience plus consensuelle. C'est ça,
la violence symbolique. Tu as beau avoir fait tes preuves, être reconnu et respecté dans ton art, avoir traversé les enfers inhérents au système, tu viendras montrer patte blanche une fois face à lui sur son beau plateau de télévision éclairé de 1000 feux, où l'on y mange des huîtres de Gascogne au piment d'Espelette, le tout entouré des petites mains et tenanciers de l'ordre établi, de l'ordre bourgeois. Bon, je vous parle de doigts dans l'eau, de violence symbolique, d'huîtres de Gascogne, mais où c'est que je veux vous emmener avec tout ça? Où je coup quoi? Bah où? Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces informations? D'un côté, le vulgaire va venir déclencher mécaniquement une réaction émotionnelle chez nous, ce qui va augmenter considérablement la probabilité que je retienne l'information. Un exemple tout de suite, j'ai déjà oublié le brief de ce matin quant au travail concret que je dois fournir dans la journée, mais je me souviens 1 an plus tôt d'avoir assisté à cette altercation houleuse à la caisse du supermarché entre Jean Chétan, ivrogne notoire, et Marie-Jo, poche sous les yeux, respectable retraité. En y réfléchissant 2 secondes, c'est quand même plus important d'avoir l'information quant à la justification de mon salaire qui me permet de vivre plutôt qu'une anecdote inutile sur 2 illustres inconnus que je reverrai jamais de la vie. Pourtant, le cerveau, il marche comme ça. De par la situation extraordinaire, le langage injurieux, il va choisir de retenir sur le long terme l'information anecdotique. La vulgarité dans le langage va favoriser la rétention de l'information, mais la qualité de l'information n'est clairement pas prise en compte. Sinon, des gars comme Trump ne seraient pas aussi populaires, vous pouvez me croire. D'un autre côté, on a vu avec la violence symbolique que l'ordre établi n'aime pas trop qu'on le chamboule. Il n'aime pas trop que l'on réfléchisse à sa structure. Nous enlever indirectement notre vulgarité, notre franc-parler, c'est une manière de museler nos revendications. Parenthèse. Il existe bien évidemment une limite à la vulgarité. Si on exagère son utilisation, on va juste saturer l'amygdale de notre interlocuteur par une surcharge émotionnelle. On va juste le saouler, quoi. Courage, parce qu'il existe un entre-deux. Dans mon introduction, j'ai essayé de ne pas la saturer de mots grossiers, mais juste assez et juste au bon moment pour appuyer sur certaines idées. Quand je disais « à chaque fois que je vous ai parlé de langage, il y a toujours eu une idée de méfiance, se défendre de toutes les mécaniques mises en place par ces gros tas de merde de dominants ». Venir susciter ici une émotion, c'est faire entrer plus directement mon propos dans vos cerveaux. Le jugement de la pertinence de ces propos restera le vôtre. Mais au moins, vous vous en souviendrez. Ce petit jeu de chaud-froid, il y a des gens qui le manipulent très très bien pour faire passer une idée. Une experte en la matière, qui en a quasiment fait sa spécialité, c'est Blanche Gardin. Mais en échange, on avait un confort matériel, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose. En plein hiver, il sortait, il allait couper du bois sous la neige, il allait tuer des chevreuils pour nous nourrir et nous faire des robes. Et quand il rentrait, on lui suçait un peu la bite. Et même si ça sentait un peu le castor, il y avait un win-win. Il y avait quelque chose, en fait, qui se passait. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais venir faire passer une idée en la formulant au départ de manière naïve, quasi enfantine, c'est un véritable tour de force. Et c'est la pointe de vulgarité crue directe qui va faire en sorte que l'on se souvienne de ce passage. Bon, je m'arrête là. J'espère que ma chronique de merde écrite avec le cul aura au moins eu un impact sur vous, positif ou négatif. Maintenant, ma chère Lisa. Oui. Mon ordure de Benjamin. Toujours là. C'est l'heure du petit jeu. Oui. On va spoiler un peu parce que j'aimerais que vous me fassiez l'introduction de vos chroniques telles que vous l'avez écrite, mais avec ce petit percutano vulgaris qui fera peut-être qu'on aura envie de vous écouter, bande de sacs à merde, et c'est la dernière fois que je vous insulte gratuitement. C'est dur là ce que tu demandes. Chacun notre tour, on doit faire juste la première phrase d'accroche de notre chronique. C'est ça. Ok. Bon allez, vas-y, je me lance. Vas-y. Salut bande de petits sacs à foutre. Aujourd'hui, je vais vous parler du mauvais goût. Et ouais, bordel à cul, c'est quoi le mauvais goût? Ok, franchement, et moi, j'y étais. Hein. Mais c'est le vrai texte ou tu l'as modifié? Non, je l'ai un peu modifié. Okay, nice. Alors, mes petits enculés. Oh, c'est problématique. Oh, c'est... Ouais. Non, ça c'est limite. Alors, non. De toute façon, t'es limite de manière générale. Mais je la refais. Genre un peu border. Ah, s'il te plaît, ouais. Je mets des limites. On est là pour être vulgaire, pas blessant. Okay. Ouais, c'est ça, ouais. J'en ai une pour toi. Tu confonds tout, de toute façon. À cause de tes lunettes, je pense. Alors, bande d'enflures, là, je vous ai dégoté une putain de pépite. J'en parle de suite après ce putain de jingle. Ouais. Voilà, par exemple, t'as sursaturé, je pense, l'introduction de vulgarité, ce qui fait que mon amygdale m'a déchargé beaucoup trop d'émotions négatives et j'ai moi, envie de je pense que j'ai vraiment t'as envie de la te haine gifler. contre moi. Je sais pas ce qu'il faut en penser, mais ouais, j'ai bien aimé. Ah, merci Benjamin. Ouais, putain, Ouais. c'est très américain. Un Fucking. putain de babouin. Putain de truc. Ouais, putain de ouais, truc. yes.
Eh ben merci, c'était Bah, génial. merci J'ai tout à- retenu. Merci Ah, je me sens vraiment dans une émotion négative, passive-agressive, qui me donne envie d'écouter la suite. De toute façon, la colère est une énergie qui met en action. Merci vieille rogne pour toutes ces Merci, éclaircies Thomas. que tu nous apportes. Et mamie, tu nous racontes une histoire? Bien sûr, mes petits sucres d'orge, mais avant, écoutez. C'est l'heure de la publicité, les enfants. Oui. Ça va Mathilde? Qu'est-ce que t'as à tortiller comme ça? On dirait que quelque chose te gêne. Ah, faut que je fasse une pause. Quoi? Déjà? Bah, tu sais, problème de fille. Je crois faut que je vide ma cup. Non, tu l'as vidé juste avant qu'on parte. Et là, on est à 2 doigts de faire notre meilleur temps. Oui, mais avec mon flux abondant, plus, je ne peux pas être tranquille plus de 10 minutes. Toi, tu connais pas la Moon Bowl. La Moon Bowl? Moon Bowl, c'est la tranquillité au quotidien, avec sa capacité de rétention de plus de 3 litres. Ça fait maintenant 6 mois que je n'y pense plus. Ça me paraît impossible. Et pourtant, si Mathilde, regarde. Waouh! Mais quelle capacité de rétention de flux! Moon Bowl! C'est s'offrir le droit de vivre au-delà des règles de mère nature. Attention, Moon Bowl est un produit d'hygiène intime conçu exclusivement pour les femmes à ne pas confondre avec un ustensile de cuisine, un saladier, une voiture ou une assurance tout risque. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Benjamin, tu sais ce qui m'horripile? Non. Les cravates à motif Bob l'éponge, c'est d'une laideur. Et qu'en est-il du mauvais goût au cinéma? Jingle. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Mash-up. De la bouillie de cinéma. Bah alors, comment ils vont, mes petits zouzous? Ça va toujours. Super. Ah bah super. Moi, vous me demandez pas, mais c'est pas grave, y a pas de problème. T'as l'air tellement bien, ça, tu émanes le bien-être. Comment tu vas, connard? Bah, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis un peu stressé, j'ai les mains moites. Je risque de chevrotter, bégayer. Mais on s'en fout, ou quoi? Allez, Et c'est là, parti. c'est le principal. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mauvais goût. Le mauvais goût, donc, en opposition au bon goût, c'est-à-dire ce qui est culturellement accepté et plébiscité par celles et ceux que nous pourrions appeler l'élite. Tiens, ça rappellerait pas un peu la chronique de Thomas ou quoi? Ce gros tas de merde de bourgeois, peut-être? Je te le fais pas dire. Alors, mes très chers auditeurs et auditrices, je vous préviens, j'espère que vous avez l'estomac solide, parce qu'aujourd'hui, on va mettre les mains dans le sang, les boyaux, le vomi, les pustules et le caca. Un programme fort réjouissant, n'est-ce pas? Ah oui. Vous l'aurez peut-être compris, on va s'intéresser à un genre particulier de mauvais goût, celui des films trash, gore et souvent à petit budget, bref, les films de série B, ceux qui ont bercé mon adolescence, me provoquant à la fois dégoût, fascination et des grosses barres de rire, évidemment. Et aussi loin que je me souvienne, le premier film gore de ce genre que j'ai pu voir, c'est Brain Dead de Peter Jackson, que j'ai déjà cité maintes et maintes fois. Je n'ai toujours pas vu. Eh bah, étonnant. En arrière, mon enfant, ceci exige l'intervention du divin. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Et du coup, Brain Dead, ça raconte, pour rappel, l'histoire d'un jeune homme qui vit avec sa possessive de mère dans une petite ville de Nouvelle-Zélande et qui tombe fou amoureux de la belle Paquita qui travaille dans l'épicerie du coin. Mais cette idylle va être contrariée par une vilaine bestiole, le singe-rat, qui va mordre la mère du héros et la changer peu à peu en zombie qui va ensuite contaminer toutes les personnes du quartier qui se mettront sur son passage. Et là, mes amis, c'est maintenant qu'il va falloir sortir le sac à vomi parce que le film part dans une surenchère de scènes gore et poisseuses et surtout bien débiles. Par exemple, il y a cette scène où la mère qui se change lentement mais sûrement en zombie doit recevoir les membres de son country club, des gens bien sous tout rapport donc. Sauf qu'au cours du repas, la plaie purulente causée par la morsure du singe-rat se met à palpiter et une pustule finit par éclater et envoyer un jet de pu dans la crème anglaise d'un des convives, qui, ne s'en rendant pas compte, va la manger et s'en délecter en lâchant un petit crémeux comme ma mère le faisait. Donc pour rappel, Peter Jackson, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Et marche. Et il en est pas à son coup d'essai en termes de gore avec ce film.
car son tout premier long métrage, intitulé Bad Taste, mauvais goût en français, était déjà exemplaire en termes de fluide corporel, de giclées de sang et d'humour absurde. Rapidement, Bad Taste, c'est un film réalisé les week-ends durant 4 ans avec les amis de Peter Jackson, qui raconte l'histoire d'une bande de gars qui infiltrent le QG d'une horde d'aliens pour contrecarrer leur plan qui est évidemment d'envahir la Terre. Et il y a une scène qui a marqué les personnes qui ont vu ce film, en tout cas moi, m'a vraiment marqué, c'est celle où les héros, incognito au milieu des aliens, doivent participer à un rituel qui consiste à dégueuler dans un saladier et à se le faire passer pour en boire chacun une bonne gorgée. Quel délicieux parfum remet. Ah, quelle chance, j'ai eu un gros morceau. Tenez, goûtez-y, les gars. Bon ok, c'est dégueu, mais est-ce vraiment gratuit ? Est-ce que je vous parle de tout ça par pur plaisir puéril de dire des trucs crado à la radio ? Oui. Oui, bon, un petit peu, c'est vrai. Mais, en vrai, c'est surtout pour parler du fait que les premiers films de notre cher Peter, je me permets, sont les témoignages d'une vraie envie de faire du cinéma dans sa forme originelle, un cinéma fait de trucage, d'illusions et de monstres. Jackson étant fortement influencé par le travail de Ray Harryhausen, cité encore une fois dans ses chroniques, une légende des effets spéciaux, connu pour ses créatures qu'il animait en stop motion puis qu'il intégrait aux scènes filmées. Jason les Argonautes avec les squelettes et tout, ça vous parle ? Bien sûr. C'est pas le truc où t'as un dinosaure en pâte à Si, modeler, évidemment. malaisant, là. Oui, il a fait de ça aussi. Et donc Jackson est fan de ce gars, et donc cette technique de stop motion utilisée par Ray Harryhausen est utilisée par Jackson, par exemple, pour faire l'animation du singe rat dans Brain Dead. Donc c'est une petite marionnette qu'il a créée, toute dégueulasse, qu'on voit animée et tout. Bref, c'est passionnant. Et ce n'est... Le mec se barre. Non, moi je suis passionné, je t'écoute, je suis pendu à télé. Ah bah je vois ça. Littéralement. Et ça fait un peu mal d'ailleurs, lâche-moi s'il te plaît. Et ce n'est pas pour rien que dans pas mal de cas, les premiers films de réalisateurs et réalisatrices soient des films d'horreur. Ayant un budget limité, le but est de marquer l'audience, et rien de mieux pour ça que de lui envoyer joyeusement des hectolitres de sang au visage. L'un des cas les plus connus est celui de Evil Dead de Sam Raimi, fait avec très peu d'argent et bourré d'effets spéciaux analogiques en mode do it yourself, et qui dès sa sortie est reconnu comme très créatif et inventif malgré la surenchère d'effets gore. Reste calme, maman va t'acheter un oiseau, un perroquet de toutes les couleurs. Le mauvais goût, dans ce cas, devient alors prétexte pour de jeunes réalisateurs-réalisatrices à faire leurs armes et de créer à leur tour les illusions qui les fascinaient étant enfants, avec un humour dérivant de ce qu'on appelle l'humour slapstick, c'est-à-dire un humour où on exagère le côté burlesque et violent d'une situation, comme dans Bip et Coyote par exemple, où ce pauvre vil coyote se prend des enclumes, des murs et des rochers dans la tronche pendant qu'on pouffe de rire face à l'extrême violence infligée à ce pauvre animal. Les films comme Bad Taste ou Evil Dead s'inscrivent alors dans ce type de comédie que l'on appellera par la suite des splatter movies, splatter voulant dire éclaboussure. En gros, c'est Bip et Coyote avec beaucoup de sang. Et si ces films de mauvais goût ont quelque chose d'intrinsèquement lié à l'enfance, ils sont aussi fortement liés à l'adolescence. D'une part parce que c'est en général durant cette période qu'on découvre ces films, et d'autre part parce que l'adolescence c'est aussi une période de rébellion, où l'on va s'affirmer en s'opposant à l'autorité et l'ordre établi. Et on découvre ses fluides aussi à l'adolescence. Oh, tellement de fluides. Beaucoup de pustules. Beaucoup de pustules. Et oui, le mauvais goût des splatter movies n'a pas pour seul but de provoquer nausée et indignation, il est aussi porteur d'un message subversif, critiquant le système de classe, les détenteurs du bon goût et plus globalement le monde adulte. C'est le cas du film The Society, réalisé par Brian Yuzna, où un adolescent découvre que ses parents et les autres adultes de son entourage appartiennent en fait à une secte cannibale qui se rassemble pour faire des orgies. Dimanche à Périgueux, quoi. Dimanche. Oui, bah écoute, chacun sa famille. Et c'est lors du final qu'on assiste à l'une des scènes les plus cheloues et malaisantes que j'ai pu voir, où les membres de la secte se mettent à fusionner les uns dans les autres au cours d'une espèce d'orgie d'une manière vraiment dégueu et difficile à décrire. Tellement difficile à décrire que je vous invite à aller voir par vous-même ces images, vous ne serez pas déçus du voyage. Bon, un petit spoil, il y a la tête d'un gars qui sort d'un cul à un moment. Juste comme ça, voilà, ce genre de scène. Et ce que nous dit ce film, dans un sous-texte non dissimulé, un texte quoi, c'est que bien souvent les adultes ont tendance à vouloir censurer et critiquer ce qui leur semble à eux être de mauvais goût pour leurs enfants, alors qu'en réalité ils sont eux-mêmes immoraux et parfois monstrueux.
Il en va de même pour la classe bourgeoise détentrice du soi-disant bon goût, qui de par son exclusivité culturelle, son raffinement, exclut toute une partie de la population qui, elle, ne saurait être sensible aux œuvres dites classiques. La violence symbolique ? Exactement, mon petit Thomas. Check. Ouais, merci. Et aujourd'hui, qu'en est-il des splatter movies et de leur mauvais goût assumé ? Eh bien aujourd'hui, ils atteignent enfin leur lettre de noblesse, se frayant une place au sein des grandes institutions culturelles comme le Festival de Cannes, où des films de genre comme ceux de Julia Ducournau, qui a réalisé Grave et Titane, ont remporté la Palme d'Or. Enfin, Titane. Mais c'est sur le film The Substance de Coralie Farja, sorti l'année dernière et que je vous recommande, que j'ai envie de m'attarder, qui a remporté entre autres la palme du meilleur scénario. Et vite fait, c'est en gros l'histoire d'une actrice interprétée par Demi Moore qui est sur le déclin, et on lui propose un mystérieux élixir qui lui permettra de créer une copie plus belle et plus jeune d'elle. J'ai peur qu'il y ait eu un mauvais usage de la substance. Et bien évidemment, ça va partir en sucette. Et c'est un film donc très gore, très viscéral et surtout très référencé. Coralie Farja fait à plusieurs reprises des clins d'œil au film qu'on a cité précédemment, se revendiquant elle-même de cette, entre guillemets, sous-culture. Cette culture des splatter movies des années 80, réutilisant leur esthétique et leur mauvais goût subversif dans le but de servir un message hautement féministe. Et c'est plutôt exaltant de voir comment les réalisatrices de la nouvelle génération se réapproprient ces films d'adolescents, dits de mauvais goût, pour en faire un cinéma plus adulte qui résonne parfaitement avec notre époque. Oh, je réfléchis. J'ai été diverti et j'ai été instruit. C'était vraiment une putain de chronique. Bah, ça me fait putain de plaisir que vous pensiez ça. Ouais. Merci Benjamin. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Alors, mes petits amis, là, je vous ai dégoté une pépite, j'en parle de suite après le jingle. Les choses arrivent comme un cheveu sur la soupe. En fouillant dans un grenier chez mes parents, je suis tombée sur un vieux livre, un espèce de recueil de contes. Le livre a déjà 100 ans, donc imaginez les contes qui se trouvent à l'intérieur, ils sont encore plus vieux. Et c'est intéressant de voir ce que l'on racontait aux enfants jadis, autrefois, dans le temps. Il y en a un qui a retenu mon attention plus particulièrement que les autres. Déjà, rien que le titre pour commencer, Moitié de poulet. Alors, je rappelle que ce sont des contes pour les enfants et que je ne me permettrai en aucune façon d'apporter des modifications à cette merveille, le conte se suffisant à lui-même pour le plus grand bonheur de votre imaginaire. Alors, Moitié de poulet. C'était un petit bonhomme et une petite bonne femme qui étaient bien malheureux. Ils n'avaient qu'un œuf, rien qu'un œuf pour le souper. Ils le coupèrent en deux et le mirent à cuire. L'homme a mangé sa moitié, mais la femme, elle, ne l'a pas mangé. Elle le mit à couver dans son jabot et une moitié de poulet naquit. Bon, déjà, le début. Donc on a deux pauvres qui se partagent un œuf, jusque-là j'arrive à suivre. Le gars évidemment gros dalleux mange sa part. La femme, elle, instinct maternel ou ici folie, on ne sait pas, elle se met à couver la moitié de l'œuf. Je rappelle qu'ils ont fait cuire l'œuf. Elle se met à le couver dans son jabot. C'est quoi un jabot? J'imagine qu'ici il parle du jabot, le petit col en dentelle. Ah mais bien sûr. Parce que parce que sinon ça aurait vraiment été. Ça n'a rien à voir avec le jabot d'agneau. C'est pas le jabot d'agneau. Tu vois, le jabot du poulet c'est l'osophage, donc ça aurait été vraiment bizarre qu'elle se mette à couver l'œuf dans son osophage. Mais bon déjà, ça annonce un petit peu l'ambiance du conte. Continuons. Un jour, que Moitié de poulet grattait dans le fumier, il trouva une bourse pleine d'or. Il se mit alors à chanter « Coquelicot, la bourse et les écus! Coquelicot, la bourse et les écus !» Un chiffonnier qui passait par là l'entendit et prit la bourse. Moitié de poulet ne voulait pas se laisser faire. Il criait « Coquelicot, rends-moi ma bourse et mes écus! Coquelicot, rends-moi ma bourse et mes écus !» Et le poulet suivait le bonhomme qui s'en allait. En route, tout à coup, il voit un essaim d'abeilles. Les abeilles lui dirent ainsi « Où vas-tu, petit poulet? Venez avec moi, vous le saurez. Mais nous ne pourrons pas te suivre. Fourrez-vous dans mon cul, je vous porterai. » Attends, true story ça? Attends, pause. Donc, imaginez déjà la moitié de poulet. Moi, j'imagine un poulet coupé dans le sens de la longueur du poulet déjà. Qui sautille sur une patte. Donc, vu la manière qu'il a eu d'arriver au monde, c'est pas impossible. Et là, t'as les abeilles, elles osent, alors que elles volent les abeilles. Elles osent lui dire
que ça va être dur de le suivre alors que déjà lui il a qu'une patte. Et en plus, lui, il propose qu'elle fasse le voyage dans son cul. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille d'un essaim, mais d'un coup, ça fait quand même pas mal de monde dans un cul. Perso, je sais que déjà juste un doigt, ça me fait chanter. Là, on est sur un essaim d'abeilles, les amis. Bon, voilà les abeilles dans le cul du petit poulet. Et les voilà partis, un peu plus loin, ils virent un chien. Bon, je vais pas faire le détail de tout le conte, mais au final, la moitié de poulet se retrouve quand même avec des abeilles, un chien, un renard, un loup et une rivière dans son cul. Un samedi soir, quoi. C'est ouais, un samedi soir. Bon bref, c'est plus une moitié de poulet, c'est devenu une basse-cour le bordel. Et la phrase d'après, c'est moitié de poulet qui dit « Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à chez l'homme, ça commence à faire lourd !» Et c'est maintenant que tu te poses la question, après que ton cul soit éclaté. Déjà, les abeilles, moi je trouvais ça limite, mais y rajouter le chien. Non mais attends, t'imagines, le poulet il porte environ 10 fois son poids, tu m'étonnes que ce soit lourd. Nous, au bout de 500 mètres avec un bébé dans les bras, tu commences déjà à avoir des crampes. Et l'autre là, avec la basse-cour dans sa moitié de cul là, il se plaint vite fait et il comprend pas pourquoi il en chie. Si seulement il pouvait les chier, ça l'allégerait peut-être. En tout cas, je comprends qu'il ait des doutes. Il a peut-être été un petit peu gourmand sur ce coup-là. Moi, je dis toujours, trop de forçage abîme la porte. C'est vrai que tu dis tout le temps ça. Cocolico, cocolico, rends-moi ma bourse et mes écus. Cocolico, rends-moi ma bourse et mes écus. L'homme raconta tout à sa femme. La femme dit « Cette nuit, nous le mettrons à coucher avec les poules. Le gros coq réussira bien à le mater. » Ce qu'ils firent. Au milieu de la nuit, le gros coq s'en prit au petit poulet, et moitié de poulet se voyant perdu dit « Renard ! Renard ! Sors de mon cul, ou bien je suis perdu !» Et le renard sortit du cul et quick fit leur affaire à toutes les poules. Alors en fait, son cul, c'est un vrai sac à main. Tu vois, toi, tu te fais agresser en ville, tu sors ta bombe lacrymo. Lui, il sort de son cul un renard. Ouais. Let's go. Moi, je te sors un policier direct de mon trou de balle. Un poulet. Le lendemain, l'homme et la femme entendirent le petit poulet sur son fumier qui disait « Cocolico, rendez-moi ma bourse et mes écus. Cocolico, rendez-moi ma bourse et mes écus. » « Ça ne va pas se passer comme ça, dirent-ils. Cette nuit, nous le mettrons avec le mulet. Il devrait bien l'écraser avec ses pattes. » C'est ce qu'ils firent, et le mulet tournait, se retournait et piétinait. Le petit poulet, se voyant encore perdu, dit « Chien ! Chien ! Sors de mon cul, ou bien je suis perdu !» Et le chien sortit de son cul et se mit à japper. Le mulet cassa sa corde et partit dehors. Alors ici, moi, ce qui me fascine, c'est l'obstination et en même temps la créativité de l'homme et la femme à vouloir tuer cette pauvre moitié de poulet. Les mecs sont prêts à tout. Et dans le conte, du coup, ils vont essayer plusieurs stratagèmes, et comme moitié de poulet, il a le sac de Mary Poppins en guise de cul, il sort toujours un moyen de défense jusqu'à la rivière. Comme quoi, le chemin est important et toutes les rencontres que tu fais au cours de ta vie te serviront peut-être un jour. Donc du coup, dans le conte, l'homme et la femme essaient encore plein de stratagèmes, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que la rivière sorte du cul du poulet. Donc, pardon, quoi? La rivière. La rivière sort aussi du cul du poulet. Présentement, la rivière. Parce que le poulet, oui, mais parce que le poulet... Il est illustré, le conte, ou c'est juste le texte? Parce que l'illustration m'intéresse, hein. Moi, je veux bien savoir. Je peux te laisser, Je peux te le dessiner, même. Non, laisse parler ton imaginaire mental. Imaginaire mental. Alors, le petit poulet sur son fumier... Cocolico, rendez-moi ma bourse et mes écus. Cocolico, rendez-moi ma bourse et mes écus. Les vieux dirent alors, eh bien, laissons-le donc partir. Ils jetèrent la bourse par la fenêtre et laissèrent partir moitié de poulet qui s'en allait dans les champs. Ils ne le revirent plus jamais dans la maison par la suite. Ok, donc en fait, toute cette bataille pour qu'à la fin les mecs le laissent juste partir tranquille, mais pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début? Déjà, l'homme... Je récapitule, mais l'homme lui vole quand même ses écus au petit poulet. Et en plus, après, il le torture de différentes manières pour juste après dire « Bon bah, ok, pars. » Et la phrase de « Il ne le revire jamais, plus jamais, dans la maison par la suite. » Bah tu m'étonnes. Il pensait ça te fait un pote ou quoi? Non, parce que faudrait quand même être teubé pour retourner chez des gonzes qui ont voulu te piétiner la gueule avec un âne. Perso, si je reviens, déjà, 1, c'est pas pour dire merci, et 2, c'est peut-être avec un fusil. Donc ici, moitié de poulet, il a peut-être que la moitié d'un cerveau. Heureusement pour lui, c'est celle qui fonctionne. Donc, il n'y a jamais remis le pied. Bon, qui dit conte, dit morale. Moi ici, j'ai plusieurs hypothèses. Numéro 1, si tu ne sais pas où ranger tes affaires, range-les dans ton cul. Numéro 2, évidemment. Si tu t'ennuies, vole ton prochain et torture-le. 3, nous avons tous les ressources en nous, il suffit d'y croire. Numéro 4, l'argent ne fait pas le bonheur, pense à ton cul. 5. Ne jamais se sous-estimer. 6. Tout seul, on ne vaut rien. 7. Les apparences sont parfois trompeuses. Méfiez-vous de vos voisins. Bref,
des morales sorties tout droit de mon cul. Oh, c'est beau. Ça vous a plu? Ah, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Et du coup, je me suis renseignée parce que des fois, bon, les vieux contes, suivant comment ils sont retranscrits, des fois, ils modifient certains mots. Mais là, à la base, c'était le mot cou qui était employé. Bon, déjà, ça veut dire que le poulet, il rangeait un chien, un renard, des abeilles dans son cou. Et en fait, ça a évolué en cul. Mais est-ce que dès le début, quand il disait cou, il voulait parler de cul ou il parlait vraiment du cou, le cou du poulet? Parce que je trouve que, bon, même si dans l'idée, ok, j'allais dire, ça n'a pas de sens Non, que ce soit dans le cou, parce que ça en a plus que ce soit dans le cul. Je pense qu'il parlait du jabot du poulet, vous savez, cette espèce de... Encore un jabot. On le voit chez les petits poussins, c'est l'endroit où ils mettent les petits cailloux qui leur permettent de broyer après les graines. Le double menton, voilà. Je pense qu'il parlait de ça, mais qu'après, dans le langage, ça a évolué en cul, et ça fait déjà plus de 100 ans que ça existe, le conte existe de cette manière. Et c'est ce qu'on raconte aux enfants. Thomas, Benjamin, Lisa, vous savez où on en est là? Oh non. Oh, je sais pas. Eh oui. Oh non, pas vrai. Ben si, c'est la fin de cette émission. C'était encore une fois incroyable, incroyable. C'était encore une fois incroyable. Bah, c'était incroyable, dis donc, cette folie radiophonique pour la musique de Montréal. Montréal, je me désolidarise. Non. En tout cas, nous savons que nous sommes longs entre chaque émission, mais au final, nous finissons toujours par revenir pour vous conter dingueries et farceries avec tout de même de l'info. Ils sont contents, mes petits tocards? Eh ben, très bien. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Les enfants, il était une fois heureuse qui plut à beaucoup d'enfants. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Et vous